Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tio Flow, de retour pour une nouvelle interview, mais une interview qui change un peu d'habitude. Et oui, on a lancé le programme des masterclass, et oui les amis, qui va mettre en avant donc de nombreux artistes, des acteurs, des écrivains, mais aussi des peintres, tout artistes en fait, même des circassiens, des gens du monde du spectacle et qui sont là pour nous présenter un petit peu leur expérience, leur parcours, des anecdotes aussi. Et nous avons ce soir, en tout cas aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, d'accueillir Marc-Adrien, donc un acteur que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, Sous le Soleil, et plein d'autres rôles. On en parlera juste après. Donc j'espère que tu vas bien, Marc. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, toujours prêt à découvrir des nouvelles têtes avec des nouveaux projets. Merci à toi. Alors écoute, je tiens à remercier d'ailleurs Frédéric Julien qui nous a menés jusqu'à toi. Voilà, c'est quelqu'un qui est modérateur sur notre chaîne, qui surveille nos lives, et puis c'est aussi un ami de la chaîne avec Yoann et moi. Justement, quand il me parlait de toi, il m'a dit, alors Marc fait souvent des seconds rôles dans des séries, dans des séries policières, dans des films. Et puis je me suis dit, c'est très intéressant à exploiter pour savoir un petit peu justement comment toi, tu perçois le monde d'acteur, le monde du cinéma que tu partages maintenant depuis pas mal de temps. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement avant justement d'entamer ta carrière? Oula. Alors, à vrai dire, quand j'ai commencé, j'étais chanteur et comédien aussi. À un moment donné, j'ai mis les deux de front, vraiment la chanson, le théâtre, tout ça. Ouais. Et quand j'ai commencé les tournages, j'ai fait ça sous mon vrai nom qui est Marc Brun. Et par contre, en tant que chanteur, j'avais un groupe qui s'appelait Adrian. Et quand j'ai repris en solo, je me suis appelé Marc-Adrian. Et donc, à un moment donné, j'ai fait la contraction des deux noms en tant que comédien. C'est Marc Brun Adrian, pour ceux qui essayent de me repérer, que ce soit en tant que chanteur ou comédien. Ouais. Mais je suis ce qu'on peut appeler un autodidacte. C'est-à-dire que j'ai ni eu plan de carrière, ni quoi que ce soit, ni connaissance dans le métier. J'avais qu'une seule chose, c'était ma passion et l'envie de vivre de ça. Et surtout d'être le plus libre possible. Ça a toujours été mon combat, ça va être le plus libre possible dans ce que je fais. Et bien sûr, d'avoir un minimum de public qui écoute. Parce que si Georges fait le chanteur, qui finalement fait de la scène, mais qu'il n'y a que lui qui vient et que ça n'intéresse que lui, c'est sûr, on va se remettre en question. Donc voilà, c'est surtout ça. Et je suis retourné au tournage complètement par hasard. Parce qu'en fait, dans les années 90, quand j'ai commencé chanson et théâtre, à un moment donné, j'ai vraiment été sollicité par pas mal de trucs. J'avais un groupe, je chantais seul, je chantais en duo, je faisais du théâtre, de l'opérette aussi. Ouais. À un moment donné, j'ai arrêté de me disperser, donc j'avais plus fait de la chanson. Et après, j'ai eu des accidents vocaux, c'est-à-dire suite à des opérations, j'ai un peu perdu ma voix. Et j'en ai profité pour me recentrer à nouveau sur le théâtre, les tournages. Et je suis arrivé sur les tournages complètement par hasard, en fait. Parce que moi, je faisais beaucoup de théâtre. Et un jour, j'ai mené en 2002 un ami à un casting. À l'époque, il avait besoin de cachet. Il me disait, il y a un casting figuration et c'était à 30 km de la ville où j'habitais, c'était Marseille. Ouais. Et il me dit, par contre, j'ai pas de bagnole, ça te gênerait pas de m'accompagner, tout ça. Et je l'accompagne. Et une fois que je vais à ce casting figuration, d'un coup, la directrice de casting dit, voilà, en fait, on a 2 rôles à distribuer, 2 petits rôles. Donc, le casting, c'est là tout de suite. C'était en 2002, et puis moi, j'ai un petit peu perdu confiance en moi depuis le temps que je n'avais pas refait tout ça. Ouais. J'ai regardé les premiers participants, et je me suis dit, je pense que tu es capable de le faire. En fait, c'était pour un rôle d'un sale type qui allait en discothèque, draguer une nana, et qui allait violer, lui mettre un truc dans son verre, aller un peu abuser d'elle. Et c'est vrai que moi, j'adore jouer, ce qui est à contre-emploi pour moi, ce que je ne suis pas dans la vie, quoi. Et c'est ce qui me plaît, et en fait, j'ai fait le casting. Voilà, ils m'ont donné le texte, j'ai fait le casting. Mais bon, moi, j'ai fait ça comme ça. Et une semaine après, le téléphone sonne. Voilà, vous avez eu le rôle du violeur là, dans la boîte de nuit, tout ça. Super au téléphone. C'est vraiment comme ça que j'ai repris pied sur les plateaux en 2002 et que depuis, finalement, ça m'a remis dans le circuit. Et après, tu te fais un réseau petit à petit, que ce soit Marseille, Paris ou même Bordeaux. Et en fait, parce que c'est le réseau qui compte beaucoup dans ce métier. Bien sûr. Aussi.
Non, c'est vraiment la rencontre de personnes qui peuvent t'amener petit à petit à, je sais pas, rencontrer des grands réalisateurs, surtout qu'en France, on est quand même pas mauvais dans le cinéma. Ça peut vite t'amener à des choses assez incroyables. Justement, tu parlais de musique tout à l'heure, et puis ça, c'est un thème qu'on apprécie tout particulièrement sur la chaîne. Parler musique, parler ciné. Est-ce que tu as eu une influence musicale quand tu avais fait les années avec ton groupe, ou même peut-être plus tard? Quelles ont été tes influences musicales? Je t'avoue que moi, à la base, bon, j'ai grandi dans les années 70 et 80, donc Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup la musique des années 80, la new wave, tout ça, ou même la variété française et internationale, le rock, tout ça. C'est vrai que lors de mon premier groupe Adrian, on faisait beaucoup de reprises et vraiment on avait ratissé large. Il y avait du jazz, du funk, du pop, de la variété italienne, de la variété espagnole, il y avait de tout. Et au moins on était sûr que on jaugeait le public, on se disait là c'est quel type de soirée qu'il faut faire, allez on fait ça. Et c'est vrai que c'est une super bonne école hein, parce que ça t'apprend à oui, tout chanter dans tous les styles. Je t'avoue que ouais, quand je fais des reprises, je fais de tout, on va dire sauf du rap. Alors, maintenant il n'y a plus que du rap. c'est clair. Je laisse ça Je à suis ceux d'accord. qui font beaucoup mieux que moi, même si j'ai connu entre guillemets les débuts du rap, hein, fin des années 70, avec Ouais. Master Flash sur Gary Gang et tous ces trucs-là. Après IM dans les années 80, tout ça. NTM, ouais, ouais, tout à Voilà. fait. Et bon, je t'avoue que moi, personnellement, le rap, là, j'en ai un peu ma dose hein, depuis les années 70. Voilà, je laisse Je suis assez d'accord, ouais. chacun sa génération. Bon, je trouve juste un peu triste qu'aujourd'hui, il n'y ait pratiquement plus que ça qui soit diffusé. Et je trouve qu'on a perdu en éclectisme. Moi, je suis pour que le rap existe, il n'y a pas de souci. Seulement, il faudrait toujours qu'à côté, il y ait aussi le rock qu'on continue à diffuser de manière inédite, c'est-à-dire avec des chansons inédites. Hein, parce que c'est sûr, on va te dire ah ben, écoute ton rock, écoute ton groupe téléphone, écoute ACDC, écoute ce que tu veux. Mais moi, j'aimerais bien des nouvelles chansons aussi, tu vois. C'est vrai qu'on entend un petit peu toujours la même chose en boucle, et des fois, c'est pas forcément les meilleurs. Donc bon, c'est vrai qu'à défaut d'habiter aux États-Unis, au moins des fois, on a un petit peu plus de diversité dans les styles. Bon, des fois, les textes sont pas aussi bien écrits qu'en français, parce que c'est peut-être un petit peu moins recherché, mais néanmoins, quand on reprend les textes et même quand on écrit des textes, que ce soit en français, autre que du rap, je trouve que il y a matière à chercher dans la créativité, même quand on est un groupe, je pense que si on veut faire des reprises, il y a aussi un instant de composition. On se dit parfois, ok, on va créer une chanson, on peut créer tel ou tel style. Voilà, surtout dans les années 80, il y a quand même pas mal d'artistes émergents. Donc bon, Ouais. Après, au niveau de mon répertoire perso, ben là, l'album que j'ai fait en 2017, il y a 16 titres et c'est vraiment moitié anglais, moitié français. ouais, Et en fait, cet album, il est assez éclectique parce que c'est une carte postale en fait. Je l'ai d'accord. pensé pour la scène, et d'ailleurs je l'ai joué sur scène en 2017-2018 et je comptais un peu le refaire là. Après, on connaît le contexte. Bien Et, sûr. et en fait, c'est vraiment une carte postale où de la chanson 1 jusqu'à la chanson 20 du spectacle, à chaque fois, c'est une chanson différente. Alors, il y a vraiment de tout. Dedans, ben, quand je chante en français, c'est de la variété française, mais de la variété pop aussi. Quand je chante en anglais, ça peut être un peu électro, opéra électro, pop, rock. Donc, il y a vraiment de tout dans cet album. Il y a même une chanson qui est un peu tango argentin, version variété. Donc, Tous les moi, styles, j'adore quoi. faire ça sur scène, faire des trucs où les chansons ne se ressentent pas de la une à la 20, quoi. Et puis il y a du voyage, il y a une communication avec le public aussi Ce sur les spectacle, chansons. c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Alors pour partir un petit peu dans le milieu du cinéma, donc tu nous as dit, hein, tu as repris un petit peu ton activité en 2002 avec justement ces castings-là. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant qu'acteur même actuellement, j'imagine que tu as repris les tournages il y a pas très longtemps. Voilà. J'ai plein de bons souvenirs. Ben, j'ai eu la chance de faire le spectacle Bénure au Stade de France, par exemple, en Oui, 2006. 300 000 spectateurs en 5 soirs. c'est pas rien. Je garde un excellent souvenir parce que d'ailleurs, Robert Hossein est disparu récemment. Oui, oui, oui. Des posts pour lui rendre hommage. Je fais rarement des posts RIP sur Facebook parce que je trouve que bon, ça devient un peu trop voilà, récurrent. Et moi, quand je mets un post RIP, c'est pas que je m'en fous des autres, mais si je les connais pas, je vais pas faire style, je suis Oui. triste. Sûr, c'est toujours triste quelqu'un qui part. Mais là, par contre, la plus belle rencontre humaine que j'ai fait, c'est vraiment ce spectacle-là, parce qu'on on a travaillé 2 mois dessus, parce que pour jouer 5 soirs au Stade de France, il y a eu 1 mois et demi de répétition. C'était en août et septembre 2006.
Les spectacles avaient lieu fin septembre, et donc on avait tout août et jusqu'au 20 septembre à peu près pour répéter. Et on était 200 sur ce spectacle. Et, et on avait la chance de croiser Robert Hossein dans les coulisses. Et c'était quelqu'un de terriblement humain, alors qu'il avait son caractère. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faisait, je sais, on me racontait des anecdotes où il faisait des trucs en douce pour plein de gens, où il n'était pas là à s'en vanter. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne m'a pas déçu dans ce métier. C'est-à-dire qu'il ressemblait vraiment à ce qu'il dégageait. Parce que bien souvent, on a des surprises dans ce métier fort. On voit des belles personnes à la télé, machin et tout, puis d'un coup, dans l'intimité, on se rend compte que c'est pas malheureusement, oui, c'est pas mal. On ne veut pas citer de nom. Voilà. Et donc, voilà, déjà, ne serait-ce que la rencontre avec Robert Hossein, avoir eu, parce que j'avais 3 rôles sur ce truc-là, j'étais soldat, j'étais forçat, galérien. D'accord. Ah, je crois qu'il y a un problème de son. Ah, pour qui? Ouais, Moyeux, je crois qu'il y a un problème de son en arrière-plan. En arrière-plan? Ouais, il y a des voitures qui passent ou je sais pas quoi. Ah, là, ça va mieux. Ah, c'est pas, j'ai pas de voiture qui passe, moi. Ah. Alors, non, mais je sais pas, il y a un truc qui a passé. Bon. Ça a l'air d'aller. Donc, j'avais eu 3 rôles sur ce truc-là. Et je me souviens de quelques anecdotes où on se retrouve à 10 comédiens en plein cœur du Stade de France. Ouais. Je jouais le forçat et on criait à boire, style on crevait de soif dans le désert. Et en fait, un des 5 soirs, on a joué sous la pluie, quoi. Donc, on n'avait pas un petit peu l'air couillon à gueuler à boire, genre on crève de soif. Ah bah là, ça, on ne manque pas d'eau. Et puis en plus, on montait une galère en direct. Ouais. Et avec la pluie, les rames qui partaient dans tous les sens, enfin, ça avait été assez folklorique. Et puis, comme tu imagines bien, jouer devant 60 000 personnes par soir, en plein cœur du Stade de France, c'est franchement, on a l'impression d'être une petite fourmi et c'est très, très, très impressionnant. Vraiment. Bah oui, ça doit être assez émouvant. Je pense que c'est un beau souvenir, j'imagine, parce que le Stade de France, parce qu'on ne le fait pas tous les jours. Et donc bon, c'est vrai que j'avais entendu une interview d'une personne qui disait que vide, le Stade de France, apparemment, c'est pas grand-chose, mais quand c'est rempli, c'est impressionnant. C'est vraiment, t'es tout petit, comme tu dis, t'es tout petit, t'es dans ta bulle. Et puis je pense que c'est un bon exercice, même en tant qu'acteur, parce que c'est comme une grande scène avec pas mal de personnes. Et est-ce qu'après, justement, ça t'a aidé à, justement, pendant le tournage, à avoir moins peur, avoir moins de stress, avoir moins de trac pour... C'est clair, parce que là, la pression qu'on avait sur ce spectacle-là, c'est qu'on était à un moment donné 200 à monter la galère. Donc chacun était millimétré face à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui se plantait, c'était mort. Donc voilà, ça a appris à tenir la pression, parce que c'était déjà la pression à ce niveau-là et au niveau d'être entouré de 60 000 personnes. Ouais. Et sinon, ouais, ça m'a aidé là-dessus. Et l'autre souvenir que j'ai aussi, bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais par exemple d'avoir été dirigé par Madonna, mine de rien. J'ai participé dans le film que Madonna a réalisé, qui s'appelle WE. C'était vers 2010. Et en fait, je suis appelé par le directeur de casting qui me dit Madonna vient tourner 2 jours dans le sud, du côté de Nice. Ouais. Et elle a besoin donc le film était en anglais, elle a besoin de journalistes, de mecs pour faire le journalisme, mais en italien. D'accord. Moi, comme j'ai des origines à 75% italiennes, il savait que je parlais italien. Donc, il a montré, je crois, quelques 200 photos à Madonna, parce qu'elle a choisi elle-même. Et on est resté style 7-8 personnes pour faire les journalistes. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de ces 7-8-là. On a tourné 2 jours avec Madonna. Un premier jour dans une villa de Super Cannes où on ne devait être qu'une dizaine de personnes. Ouais. Où elle est venue nous saluer en français. Bonjour, comment vas-tu? C'est énorme. Très sympa, alors qu'on nous avait mis la pression, genre, ouais, faut pas la regarder dans les yeux, se tenir à distance, alors qu'en fait, elle a été adorable. Et le lendemain était plus particulier parce que c'était un petit peu plus loin que Nice, c'était à Villefranche-sur-Mer, je crois, qu'on tournait dans le port de Villefranche. Et la presse, par contre, avait vendu la mèche que Madonna allait tourner ce jour-là. Donc, on s'est retrouvé à tourner sur le port de Villefranche avec je ne sais pas combien de public qui était venu pour voir Madonna, quoi. Donc, il avait fallu mettre des barrières,
on n'arrivait pas à tourner. Parce que oui, tout le bruit ok, mais genre, on essaie de tourner là quand même. Et ça a été vraiment folklorique. Et c'est pas tous les jours que tu tournes sous la hounette de Madonna. De Madonna, oui, oui, oui. Et, Non, mais et pareil, là, quand je pense à mon parcours, je me dis, dis donc, parti de rien, voilà, tu arrives quand même à vivre des expériences quand même assez hors du commun. Quoi. Et puis toujours attaché à la musique en plus, parce que Madonna, pour le coup, bon. Voilà. Avec Michael Jackson, c'était mes références dans les années 80. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est un truc de dingue. Et bah, figure-toi qu'en parlant de journaliste, j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai, mais sur IMDb, que tu as joué un rôle dans le biopic de Dalida en 2017. Ah, alors super, c'est le seul truc où je n'apparais pas en fait. Ah. Je n'apparais pas parce que c'est un des rares mauvais souvenirs pas de tournage, mais en fait j'ai bien signé mon contrat et tout. Oui. Et on m'a annulé la veille au soir. Mince. Parce qu'en fait, on tournait à San Remo, je devais faire justement un intervieweur italien. Je devais interviewer la personne qui jouait Dalida. Ouais. Et d'un coup de fil à 23h, je m'étonnais de ne pas avoir des nouvelles. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, on vous appellera tard. Et puis, ils avaient pris un tel retard, ils n'avaient que 2 jours de tournage à San Remo, ils avaient je ne sais pas combien de scènes à tourner, et ils ont été obligés de faire de la coupe. Ils ont dit, désolé, on vous garde quand même le contrat, parce qu'un contrat, c'est un contrat. Du coup, je figure dans le truc là, mais en fait, je n'ai pas pu tourner. D'accord, c'est une belle anecdote. Parce que c'est vrai que le film est excellent, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas... Enfin, voilà. Tout peut arriver, tu vois. Mais oui, du jour au lendemain. Non, mais tout peut changer, mais en tout cas, c'est aussi le métier d'acteur, je pense. J'ai rarement entendu ça. Mais, parce qu'en fait, ça se raconte pas. C'est Il y a tellement plein d'anecdotes frustrant. comme ça qui sont pas dit en douce parce que. Ouais, les mauvais souvenirs, on évite quand même des fois d'en parler. Ouais. Donc, c'est clair. Mais, enfin, maintenant, c'est passé, j'ai digéré, mais sur le coup, c'est vrai, j'avais passé. Oui, je me disais, chouette, je vais tourner à San Remo, je vais encore jouer en italien, enfin, voilà quoi. Ouais, je comprends. Plus San Remo, la chanson, festival. Oui, de 67 en plus, que c'était un sacré moment. Voilà, c'était ça. Alors, on continue justement sur ton parcours un petit peu. J'ai vu que tu avais joué donc, de 2014 à 2018 donc dans Section de recherche. Voilà. Donc, série très très connue hein, pour nous Français. C'est quoi un petit peu tes anecdotes du tournage c'est quoi un peu l'ambiance de Section de recherche, autrement qu'à la télé? Alors là, les inédits ont recommencé à être diffusés que depuis jeudi de la semaine dernière. Ça fait 1 an que cette saison-là devait être diffusée et on attendait, parce que du coup, pour l'instant, le tournage est en stand-by depuis 1 an. Ouais. Et selon le Dimatla, apparemment, il est bon. Normalement, ça devrait reprendre. Et ça, c'est les hasards quand je te dis que le relationnel, ça compte. Ça m'a pas toujours aidé, moi, le relationnel. Hein. Je suis pas quelqu'un qui, si tu veux, qui va lier d'amitié pour dire, tiens, je vais essayer de lier amitié avec tel directeur de casting, ça va me servir. Je suis pas comme ça, moi. Voilà, où les choses se font normalement ou pas. Et il y a une directrice de casting à laquelle ça s'est fait, toujours naturellement, qui essaie toujours de penser à moi dès qu'elle peut. Et elle avait repris Section de recherche, donc en 2014. Et elle m'a dit, écoute, pour former l'équipe de gendarmes, on a besoin donc de nouveaux gendarmes, tout ça. Et j'ai atterri, si tu veux, en simple silhouette à la base. Et puis après, comme ils savaient que j'étais comédien, dès qu'il y avait du texte pour un des gendarmes, ils n'hésitaient pas à me le donner. En fait, je suis ça, quoi. Je fais partie de l'équipe des gendarmes de Section de recherche. À ce jour, hein, après, tu sais, dans ce métier, tout bouge. Hein. Ça se trouve, la prochaine saison, on ne va pas m'appeler. Et ça, tu sais, tu es toujours... en tout cas, jusqu'au dernier épisode, là, j'y étais. Et justement, ça fait plaisir d'être récurrent sur les trucs. J'ai eu la chance de l'être sur la série K1 aussi, qui est un excellent souvenir, vraiment. Oui, tout à fait. Et après, voilà, donc ça a été un peu sur Section de recherche que j'ai pris la suite pour cette récurrence. Et très bonne ambiance de tournage, parce qu'après, ça finit par faire, tu sais, une petite famille. Oui, tout à fait. Tu es habitué avec Franck Sémonin, qui est un mec adorable, qui est toujours prêt à déconner, qui fout une ambiance pas possible sur le plateau. Voilà, Xavier Deluc, très professionnel. Oui, tout à fait. Et là, il y a Fabienne Cara, là, de Plus belle la vie, qui est arrivée sur la dernière saison. D'accord. Et qui, pareil, ça se passe bien et tout. Donc, voilà, là, on privilégie vraiment l'esprit famille, et puis nous, ça nous fait bosser au passage, on est content. C'est ça, quoi. Et puis, non, ce qui est vraiment important, surtout, et puis c'est ce qui se voit à l'écran aussi, c'est l'esprit famille, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a une vraie cohésion, je pense, de groupe au sein du tournage. Alors, ça doit être vraiment sympa, en tout cas. Alors, il y a une question que Yoann, justement, se posait en off. C'est justement,
Est-ce que, juste, parce que quand on regarde la fiche IMDb, on regarde que finalement tu fais beaucoup de rôles de films policiers ou de séries policières. Oui. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un... Du tout. Je sais, moi, je me partage entre la région marseillaise et Paris, mais je suis beaucoup plus à Marseille. Je préfère garder mon pied à terre à Marseille. Ouais. Et il se tourne beaucoup de ça, en fait. Il se tourne beaucoup de séries policières. À un moment donné, il y avait eu No Limit aussi, qui était produit par Luc Besson, où j'ai tourné aussi dedans. Série policière, section de recherche, bon, série gendarme, K1, série policière, mais en plus j'ai tout eu, hein, parce que j'ai fait le gendarme, j'ai fait le flic en tenue, mais j'ai fait le flic en civil aussi. Sur K1, j'étais flic en civil. Et je faisais partie de l'équipe K1 aussi. Et c'était vraiment, j'en garde vraiment un très bon souvenir, parce qu'en plus Bruno Dobrand était vraiment un mec adorable. Et pareil, il fait partie de ces gens aussi où ça ne m'a pas déçu, il est vraiment aussi adorable dans la vraie vie que ce qu'il dégage à l'image, quoi. Ouais. Et voilà, bon là ça manque un petit peu parce que section de recherche, donc on n'a pas repris depuis un an. Et là, ouais, je manque un petit peu de séries comme ça où on a l'impression de revenir assez souvent. Là. Bon, on a vu le contexte depuis un an, c'est vrai que c'est particulier aussi. Hein. C'est un peu compliqué de reprendre les tournages, mais Ouais. bon, des fois, sans confinement, on essaie de passer entre les filets. Bon, des fois ça marche pas parce qu'il y a des cas. La chance de tourner un petit peu quand même, parce que l'année dernière, dès que le confinement s'est arrêté, au mois de juin, j'ai eu la chance d'avoir un rôle dans un téléfilm pour TF1 qui s'appelle Coup de foudre à Monaco avec Ariane Bensetti. Oui. Et donc, en plus, j'ai fait un bagagiste un peu loufoque. Et voilà, pour une fois, c'était pas flic. Et j'ai eu ça et Crime Parfait aussi, où du coup, c'était encore un flic. Voilà. Après, comment te dire, je suis pas dans le. Il faut beaucoup connaître les directeurs de casting qui font vraiment des rôles plus importants. Moi, j'en connais pas vraiment. C'est pour ça que je te dis, je suis pas mal autodidacte et je fonctionne avec le réseau, le peu que je connais autour de moi. Et donc, on n'a pas toujours le loisir d'essayer de me faire passer des castings pour autre chose que pour du flic ou même passer un casting tout court. Hein. Tu sais, c'est pas si simple que ça, ne serait-ce que pour passer un casting. Je ne sais pas si tu as vu, dernièrement, j'ai tourné dans la série Tropique criminelle en Martinique. Je crois que tu l'as posté sur... Attends, c'est le premier extrait de ma bande démo. Si tu as vu ma bande démo, c'est le premier extrait. Oui, c'est tout. Ouais. Il me semble. Et en fait, tout ça pour te dire que, parce que moi, je connais la Martinique, j'y vais depuis 5 ans. Donc, quand j'ai entendu qu'il allait y avoir une série là-bas, inutile de te dire, j'ai fait des pieds et des mains pour savoir comment faire pour avoir un rôle dessus. Et inutile de te dire, je me suis battu sur Paris pour savoir qui faisait quoi, mais j'ai pas réussi à avoir le contact, tu vois. Alors, ça m'énerve parce que la Martinique, c'est mon deuxième chez moi et je me disais, mais je vais tourner chez moi aussi. C'est un beau cadre pour tourner, oui. Et j'ai eu la chance d'avoir le contact de la directrice de casting qui allait s'occuper des rôles qui allaient être distribués là-bas. Qui, elle, par contre, m'a contacté, a eu la gentillesse de me faire passer un casting avec 3 rôles comme ça à prendre. Et grâce à elle, j'ai réussi à avoir un rôle là-dessus. Donc, tu vois, à Paris, je n'avais pas eu le loisir de me faire entendre. Par contre, tu vois, ça dépend des fois des choses comme ça aussi. Hein. Ça dépend des régions, ça dépend aussi des gens, ça dépend de l'attente aussi de... J'imagine des gens beaucoup. C'est un peu cas par cas, quoi. C'est un métier assez fermé. Hein. Oui. Bah, tout comme la musique, c'est des métiers qui sont très sélectifs, j'ai l'impression, qui sont... Ouais. Bon. Si tu veux, j'ai un peu du mal parce que quand toute l'année, on nous vante l'égalité des chances, à la télé, ça te montre qu'il faut donner la chance à tout le monde, tout ça. Bon, moi, j'ai toujours ma petite idée là-dessus. Je sais ce que je vis, je sais ce que vivent tous mes autres potes comédiens. Hein. Je ne parle pas que de moi. Parce que j'en connais des tas de comédiens qui ont vraiment du talent, mais qui n'ont pas forcément le réseau. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'après, en dehors de ça, je fais beaucoup de projets à moi qui ne dépendent que de moi. Alors, je regardais justement, je regardais vite fait sur Twitter, là, que justement, alors, je retrouve juste l'article. Il parlait, parce que j'avais cherché donc on ne retrouve plus l'article. Parce que en fait, je voulais parler justement dans cette interview de justement la manière dont, parce que là tu joues le rôle non, tu joues pas le rôle, tu es vraiment un acteur. Et donc, il travaille au service de réalisateurs. Effectivement, on a parlé de No Limit avec Luc Besson. On a parlé aussi tout à l'heure on peut parler de Sous le Soleil, on peut parler de Joséphine Ange Gardien même. Qu'est-ce que toi, quand tu joues en France, qu'est-ce que tu perçois vraiment de
la direction d'acteur, comment on peut te propulser en tant qu'acteur. Parce que justement, je voyais un article justement à l'instant qui parlait justement en France, justement dans la manière où on inclut les acteurs dans le cinéma. On vient les repêcher justement des fois dans des écoles de théâtre. Donc toi, tu travailles en autodidacte, mais parfois des gens travaillent une sorte d'école de théâtre et puis sont directement repêchés par des directeurs de casting. Et des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Ils sont mal payés. Des fois, on entend des choses absolument horribles, comme quoi en France, le cinéma n'est pas forcément le mieux traité, qu'il est mieux parfois traité à l'étranger. Qu'est-ce que ça te fait justement tout ça, d'entendre ça, même toi en tant qu'acteur C'est vrai qu'en France, déjà, il y a une différence entre la télévision et le cinéma. Ça, bon, je pense qu'il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Je dis ça. Non. Mais c'est parce que moi, c'est vrai qu'à 80% du temps, j'ai surtout fait de la télé, c'est-à-dire ou des téléfilms ou des séries télé, et quelques rares fois du cinéma, parce que tout simplement, dans ma région, on tourne beaucoup moins de longs métrages, c'est beaucoup de la télévision. Et par contre, je vois la différence de travail entre les deux. Je trouve que le cinéma, pour ce que j'en ai vécu, c'est beaucoup plus écrit. Ouais. On prend beaucoup plus le temps, on tourne très peu de minutage par jour, alors que c'est vrai que la télévision, on tourne beaucoup plus de scènes par jour et on peut improviser au dernier moment. Des fois, ils ne savent même pas la veille sur certains trucs, ce qu'ils vont tourner, ils disent, enfin en freestyle. Et donc, au niveau des écoles, là, des acteurs, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de recettes, en fait. Ça va vraiment de toutes parts. Tu peux essayer de rencontrer des réalisateurs qui vont penser à toi parce que tu as eu la chance de les rencontrer en direct et tu as eu la chance de pouvoir leur exposer ce que tu fais. Ouais. Après, tu as des gens qui vont effectivement repérer des comédiens dans des écoles, tout ça, machin. Et après, c'est par le système d'agents aussi. Et c'est vrai que les réalisateurs de cinéma, je les trouve beaucoup plus exigeants encore que ceux de la télé. Ouais. Ceux de la télé, à la limite, des fois, tu sens le truc au style, bon, on a tant de minutes à tourner par jour, donc par sécurité, ils vont souvent refaire bosser des gens avec qui ils ont déjà bossé. Ouais. Voilà. Oui, pour précaution, pour gagner du temps aussi. Parce qu'ils voilà. connaissent Alors, déjà. C'est bien et pas bien en même temps, parce que du coup, toi, tu auras beaucoup plus de mal à se faire entendre, parce qu'on va te dire, oui, mais on n'a pas le temps, on a pris machin, parce qu'avec lui, on est sûr, tu vois. Et après, ça m'arrive de temps en temps à moi aussi, quand j'ai des directeurs de casting du coin que j'ai la chance de connaître, ils pensent à moi pour certains trucs, ou par exemple, on va chercher un journaliste italien, elle va me proposer, et la directrice va dire, moi je sais que Marc le fait très bien, qu'il peut le faire, et du coup, voilà, des fois, il peut même m'arriver de passer l'étape casting, c'est très rare, mais ça arrive. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, alors si tu veux, nous, je suis en contact avec pas mal de journalistes, cinéma, des critiques, et justement qui sont en contact avec pas mal d'acteurs et qui justement disent un petit peu ce que tu dis, qui témoignent un petit peu de ça, qui disent que justement quand on fait particulièrement des séries, même quand on fait des films, tu vois par exemple des films à petit budget, pas des gros blockbusters, bon voilà, on préfère parfois garder une équipe de tournage pour, je sais pas pour le cachet, peut-être aussi pour la simplicité, l'efficacité aussi du tournage. Donc c'est assez intéressant, tout à fait. Alors Johan, est-ce que tu avais une question? Moi, c'est plus des questions rêveuses en fait. Si tu devais choisir une série ou un film, dans quel film ou série t'aurais voulu tourner? Français ou n'importe quoi? N'importe lequel. Un film de science-fiction, parce qu'on n'en fait pas en France, en fait. Donc, je crois que c'est une des rares expériences qui me manque. J'ai eu la chance de faire une petite participation dans un film qui s'appelait Planétarium avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Et je te dis ça parce que du coup, j'ai pensé à un film de science-fiction avec Nathalie Portman et ça m'a ramené à Planétarium, où là aussi, c'est grâce à un directeur de casting qui disait pour ce film-là, il y a une séquence qui se passe en 1935 et on a besoin de gens pour faire l'équipe de tournage dans le film. C'est-à-dire, dans le film, on voit une équipe de tournage en 1935. Et du coup, j'ai fait l'assistant réalisateur sur le tournage de ce film, mais ça m'a permis de rencontrer Nathalie Portman. Et je me disais, Nathalie Portman, avec tous les, que ce soit Léon ou même les autres films de science-fiction qu'elle a pu faire, je me disais, et c'est pour ça que d'un coup, ça m'a fait tilt Nathalie Portman, parce que un film de science-fiction, vraiment, ça me plairait, ouais. Et alors, elle est comment Nathalie Portman en vrai? Est-ce qu'elle elle est comme dans les films, aussi ravissante?
Elle a été polie, mais je t'avouerai que c'était assez, voilà, c'était distant, c'était bonjour, au revoir. Ouais. Voilà. Elle était dans son truc, il fallait la laisser faire son truc, et voilà. Mais pas désagréable, c'est l'essentiel. Ah oui. Ah bah c'est ce qui importe. Oui. Moi j'avais une question. Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais parce que sur la chaîne, voilà, on fait de la musique, on fait du cinéma, on fait aussi du jeu vidéo. Voilà, et donc je ne sais pas si tu suis l'actualité au cours des nouvelles technologies, des nouvelles consoles, mais c'est une technologie qui évolue en permanence dans tout ce qui est motion capture, donc le travail des acteurs dans les jeux vidéo. Est-ce que tu as un style Est-ce que tu as un personnage que tu aimerais incarner déjà, peut-être que tu connais, ou un style, l'horreur, la science-fiction, l'aventure, l'action, que tu aimerais incarner dans un jeu? Ouais, ben, quelque chose de très dark, justement, très noir, ou un truc de peur. Parce que, comme je te dis, j'aime jouer, en fait, ce que je suis pas dans la vie. Donc, j'aime jouer les salauds, et j'aime jouer les transformations physiques. Euh, euh, et quelque chose où je suis transformé, défiguré, et faire peur, ou être un assassin, tu sais, machin. Ça me plairait bien. Ça me plairait. Pour nos abonnés en tout cas. Alors, autre question. Alors, faut que je la retrouve. J'avais dans la tête. Hein. Désolé. Yoann, en attendant, est-ce que tu as une question? Elle était super importante. Bah non, mais tu m'as piqué la mienne. Ah, bon bah voilà. Les jeux vidéo, ouais, moi, je suis plus passionné de jeux vidéo. Oui. C'est vrai que le cinéma et la musique, c'est plus mon ami Florian qui s'occupe plus de ça. Moi, c'est vrai que je suis vraiment casé sur le jeu vidéo. Et il m'a piqué ma question, du coup, donc... Ah bah voilà. Moi, je t'avoue que les jeux vidéo, je me suis arrêté aux années 80 avec la Sega Mega Drive, et Wow. ils sont D'accord. sérieux. Après, quand il y a eu le début des ordinateurs, où il y a commencé à avoir les débuts d'Internet, oui, ça m'arrivait de temps en temps. Des jeux, oui, j'ai joué à Tomb Raider à l'époque, fin des années 80, quand c'est sorti, voilà. Mais je me suis arrêté là après. Déjà, je trouvais, moi, que j'avais joué jusqu'à tard. Si tu veux, jeux vidéo, je me suis arrêté vers 24 ans. Et déjà, je me trouvais à l'époque retardé. Je me dis, c'est pas possible, je joue encore aux jeux vidéo à 24 ans. Ouais. Alors, quand je vois aujourd'hui comment ça a évolué, je me dis que je suis loin du compte. Mais si tu veux, j'ai eu une espèce de frustration après avec les jeux vidéo. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand je joue, que je gagne, j'aime bien toucher ce que je gagne. Je parle pas d'argent, hein, mais genre, quand tu gagnes un prix, machin. Et au bout d'un moment, ouais, bah, super, j'avais rempli tous mes tableaux, mais après, j'avais gagné quoi? Voilà, j'avais passé 10 heures, alors je veux bien jouer 1 ou 2 heures, tu vois. Mais voilà, moi, j'ai besoin que les choses avancent et que ça m'apporte quelque chose. Juste une victoire après, sur un jeu, bon, au bout d'un moment, j'en avais fait un peu le tour. Mais après, Sans juger. Après, ce que disait Florian, c'est vrai que maintenant, les jeux vidéo, ça se rapproche vraiment du cinéma, en fait. Par rapport au rôle de jeu d'acteur, c'est juste impressionnant, moi, je trouve. Je te cite des jeux, tu connais peut-être pas, mais The Last of Us Part 2, c'est un peu un monde apocalyptique et tout, et les jeux d'acteurs sont juste impressionnants, on croirait être dans un film. Et c'est... Faudra que j'ai la curiosité, un de ces quatre, de voir ça. Ouais. Ouais, franchement, C'est toute une technologie qui évolue, ouais. C'est impressionnant. T'as des jeux, tu te croirais au cinéma, en fait. Tu prends la manette, mais c'est tellement scénaristique, en fait, que tu as l'impression de regarder un film, en fait. Donc Après, je t'avoue que j'ai toujours un petit peu peur de la dépendance à ces trucs-là. J'aurais peur de plonger et après d'y passer des journées entières. C'est ça. Ouais, ça arrive à beaucoup de personnes. Bon. Mais à l'occasion, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoute, en tout cas, c'est super parce que ça montre que tu touches vraiment à tout, mais vraiment à tout, quoi. À la musique, le cinéma, J'adore. vidéo, voilà. Et bon, j'ai aussi fait mannequin. J'ai défilé pour l'année dernière pour le salon du mariage. Oui. J'ai même écrit des chansons italiennes pour des chanteuses qui sont sorties sur des compilations. J'écris, je compose, je réalise, je produis. Voilà, mais j'essaie de le faire bien ou ne pas le faire. Je fais pas multiples choses pour dire regardez, je sais faire tout ça. Si je le fais, j'essaie de le faire bien ou je le fais pas, quoi. Voilà. Absolument. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le CV que tu as sur IMDb, il n'y a pas quand je fais du théâtre, il n'y a pas tous les trucs théâtre que j'ai fait. J'ai joué dans Nostradamus, dans un spectacle vivant il y a 1 an et demi à Salon de Provence. Oui. Et je jouais un prêtre un peu barré qui fait peur à toute la populace en disant on va tous mourir d'un virus. Hein, comme quoi, voilà. C'est quand même précurseur. Et voilà, c'est encore une transformation, tu vois. Oui. Bah c'est cool, franchement c'est cool. Bah, pour le virus c'est un peu moins cool du coup. Bon. Voilà. Alors il y a une question, voilà, j'ai retrouvé. Est-ce que, alors c'est très subjectif, hein, mais est-ce que pour toi,
quand on est acteur, est-ce que c'est obligé d'être cinéphile? Est-ce qu'on est obligé de regarder des films tout le temps, en permanence? C'est un peu le cliché des acteurs, souvent des réalisateurs. On les associe souvent à des grands cinéphiles, les yeux tout le temps sur la télé avec des DVD. Est-ce que c'est Je toi? dirais ça dépend si tu as un plan de carrière. Moi, je t'avoue que j'ai fait tout ça, comme je te dis, en autodidacte, sans me poser la question d'un plan de carrière. Je trouvais ça prétentieux de ma part en plus. Et je te dirais, ça dépend des gens. Parce que moi, par exemple, c'est un peu honteux ce que je dirais, mais cinéphile, je le suis plus trop. Il faut vraiment que ce soit un truc qui me captive. Je ne suis pas blasé, mais j'ai tellement regardé de films où j'arrivais à deviner ce qui allait se passer. Voilà, moi, j'ai envie d'être surpris et de ne pas m'attendre à ce qui va se passer. Et c'est vrai que le peu que j'ai essayé de regarder, voilà. Après, je t'avoue que même les comédiens, les acteurs d'aujourd'hui, je les connais un petit peu moins. Des fois, tu vois les visages, mais tu ne sais pas le nom. Donc, moi, je te dirais pour ma part non, puisque la preuve, là, si tu vas demander de me citer des trucs récents, je vais te dire. Je crois que la dernière fois où je suis allé au ciné, ça devait être il y a 3 ans. Ouais. Tu vois, genre, Ah oui. bon, c'est vrai qu'il y a le ciné à la maison maintenant avec Netflix, toutes les chaînes télé, j'ai tout Canal Bien sûr. voilà. Mais j'avoue que je préfère regarder moins mais mieux. C'est-à-dire, ou vraiment un truc qu'on m'a conseillé, on m'a dit, tiens, toi, je te connais, regarde tel film, il va te surprendre, tu ne devineras pas le scénario, tu ne devineras pas ci, pas ça, tu vois. Moi, c'est plus ça. Bon, je suis plus vieux que vous, les jeunes. Donc, c'est vrai que du cinéma, j'en ai bouffé depuis les années 70. Donc, à un moment donné, si tu veux, il y a des recettes qu'on ne me fait plus au bout de 40 balais, quoi, et quelques. Et ben justement, pour toi, comment le cinéma peut se renouveler? Parce que tu sais, le cinéma, dans les années 70, 80, c'est vraiment l'âge d'or avec les grands blockbusters américains. Même en France, il y a de très bons films avec de grands acteurs, Louis de Funès. Mon idole. Mais bon. Voilà. J'adore. Guy Bedos, plein d'acteurs comme ça. Est-ce que tu as une solution pour remédier à ça? À ce vide un peu qu'a créé le cinéma depuis quelques temps? Si tu veux, ce vide-là, je le ressens aussi au niveau, on a parlé tout à l'heure de la musique. On est dans une drôle d'air quand même. Hein. Alors, je n'ai pas envie de jouer au vieux con qui trouve que c'était mieux avant. Ah non, mais... mais si tu veux, ce qui me prouve que je ne suis pas un vieux con, c'est que j'en découvre des tas de jeunes comme vous et qui s'extasient devant même les chansons des années 70 et 80, quoi. Oui. Qui vont écouter Michael Jackson, qui vont écouter AC/DC, Kiss, Téléphone, machin, et qui vont dire mais c'était génial ce que vous aviez, pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? Tu vois, donc même les jeunes, certains le disent. Je pense que le cinéma, je pense qu'il est déjà en train de se renouveler un petit peu avec. Tu as vu ce qui se passe là, les cinémas qui sont fermés, donc les films ne sortent pas et sortent directement sur les plateformes. Netflix a un peu révolutionné tout ça, justement. Après, Netflix, bon, je trouve comme de partout, il y a à boire à manger, il y a du bon et du moins bon. On teste, hein. Voilà. Je pense que c'est déjà en pleine mutation. Le truc, c'est qu'on ne voit pas encore le fruit de tout ça, on ne voit pas encore où ça va nous mener. J'espère vers du meilleur. Après, voilà, le cinéma français est beaucoup financé par le CNC, comme tu peux le savoir. Oui, donc, il y a des films qui se font parce que les financements sont là. Après, il y a beaucoup de films qui sortent. À un moment donné, c'était beaucoup posé la question. On trouvait que sortaient beaucoup trop de films, français en tout cas, et pas forcément avec de la meilleure qualité parce qu'ils avaient été financés. Est-ce que là aussi, il n'y a peut-être pas quelque chose à revoir? Je ne sais pas, je vais me faire tomber dessus en disant ça, hein, mais c'est ce que je pense. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, au fond, voilà, je pense ça. Après, ton avis, quoi. Mais je pense qu'on est en pleine mutation, de toute façon. Il faut juste voir où ça va nous mener. Voilà. Ouais. On verra l'avenir. En plus, comme tu disais, c'est vraiment tous les cinémas sont fermés. Justement, juste avant que je passe à autre chose, mais là, tu disais que ça fait 3 ans que tu n'as pas été au cinéma. Est-ce que ça te manque? Est-ce que quand tu vois tous ces cinémas fermés, ces théâtres, est-ce qu'il y a un manque qui se crée de ne pas aller le soir ou même en week-end sortir un peu au ciné? Alors là, oui, là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Moi, c'est vrai que je suis très télé plus que ciné maintenant. Mais bon, c'est le cinéma à la télé, c'est pareil. Sauf pour les salles, évidemment, il y a ceux qui ont envie d'aller dans les salles. Moi, c'est parce que j'ai beaucoup été dans le cinéma dans les années 80, donc là aussi, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. Ouais. Et si je m'égare, après je perds le fil. C'était quoi la question déjà, comme dirait l'autre? C'était, est-ce que, voilà, tu sais, tu disais tout à l'heure que ça fait 3 ans que tu n'as pas été dans les cinémas. Ouais. Est-ce que, parce que là on le voit bien que le Covid, tout est fermé, tout ce qui est lié à la culture finalement. Est-ce qu'il y a un manque qui se crée chez toi? Est-ce qu'il y a...
Ça carrément, parce que même au-delà du cinéma, le théâtre, Oui. aller voir des concerts, ou même aller boire un verre avec des amis, aller au resto. Si tu veux, là, j'ai eu la chance d'avoir une parenthèse de 3 semaines, parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir faire le réveillon en Martinique. D'accord. Parce Génial. que vous avez vu l'année qu'on a passée, nous, les artistes, comédiens, acteurs, ça devenait très difficile. Et psychologiquement, j'avais besoin un peu de rebondir, parce que j'avais l'impression d'épuiser mes forces, parce que tu crées, mais tu n'as pas de visibilité sur l'avenir. Alors, à force de vouloir créer des trucs, mais tu ne sais pas quand tu vas les jouer, tu ne sais pas si tu vas les jouer, tu ne sais pas si tu vas les chanter, au bout d'un moment, ça finit par être décourageant. Donc, je suis parti me faire ma bouffée d'oxygène, et justement, là-bas, comme ils n'étaient pas vraiment touchés par le Covid à ce moment-là, en tout cas, j'ai pu, ne serait-ce que aller dans un restaurant, aller boire un Ça change. pour prendre cette sensation de liberté. Ouais. Comme je disais, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été d'avoir le maximum de liberté possible. C'est aussi pour ça que je suis autodidacte. Et là, je la vis aussi mal, je l'ai mal vécu cette année 2020, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'avais construit à base de liberté, finalement, là, je n'étais plus libre, parce qu'on m'empêchait de chanter, on m'empêchait de créer, on m'empêchait de jouer. Je dis on m'empêchait, m'empêche tout le monde, hein, toute la profession. Et c'est au bout d'un moment, c'est très, 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 très difficile à vivre, surtout quand tu es construit sur une base de le plus de liberté possible, comme moi, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, d'ailleurs. parenthèse d'avoir pu aller ne serait-ce qu'au resto, voir des coups, tout ça. Et là, on n'a qu'une hâte, c'est qu'ici, ça reprenne aussi, quoi. C'est que réouvrent les théâtres. On ne va pas rentrer dans la polémique du style pourquoi on a le droit de s'entasser dans les supermarchés, machin et tout, et alors qu'au théâtre, on pourrait faire une place sur deux. Enfin, beaucoup d'injustices là-dessus. Hein. Assez absurde, ouais. C'est assez absurde. Ouais. Mais on va pas faire une polémique sur la chaîne, mais chacun a son avis, mais c'est un peu contraignant pour tout le monde. Pour les gens du spectacle, très clairement, c'est un peu aberrant de voir ça. Alors justement, une question, tu vois, pour encore plus triste, on s'enfonce encore un peu plus. Voilà. On va finir par pleurer à la fin. Alors justement, tu sais, en 2020, pas mal de grands noms nous ont quittés. Guy Bedos, Dabadi, Sean Connery, dernièrement Claude Brasseur. C'était quoi en fait est-ce que parmi tous ces noms, est-ce que tu en gardes un seul ou peut-être plusieurs, mais parce que c'est des gens qui ont marqué le cinéma français, le théâtre aussi. Si tu veux, moi, venant beaucoup d'une génération où je te dis 70, 80, tout ça, il y avait des grands noms. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à retrouver des nouveaux comédiens qui vont avoir ce style de carrière. Et déjà, on parlait de Robert Hossein tout à l'heure, donc qui est parti il n'y a pas longtemps aussi. Claude Brasseur, j'ai eu la chance de tourner avec lui aussi dans un truc qui s'appelle Les Vieilles Canailles. J'avais croisé dans nos limites aussi, il me semble. Et tout ça, c'était mon cinéma à moi. Claude Brasseur, c'est le papa dans la boum, c'est Un éléphant, ça trompe énormément, tout ça. Donc à chaque fois qu'il part en plus un de ces acteurs-là, j'ai l'impression que c'est toujours une partie de moi et de ce qui m'a fait qui meurt aussi. Et qu'en plus, je trouve que c'est pas forcément remplacé. C'est difficilement remplaçable. Je dis, voilà, c'est autre chose. On va dire c'est remplacé par d'autres styles, d'autres carrières. Donc moi, personnellement, à chaque fois que meurent des gens comme ça me fait doublement mal, quoi. Parce que c'est en plus une partie de moi, de mon existence, j'ai l'impression qui part, et de sensations que ça nous a données, que j'ai pas l'impression, pour l'instant, qu'on peut retrouver de sitôt. Après, il en faut pour tout le monde, hein, il en faut pour les gens d'aujourd'hui. Hein. Après, je pense que là, on découvre pas mal de nouveaux acteurs. Est-ce que pour toi, justement, faudrait leur laisser le temps d'un peu plus se roder à faire plusieurs films, plusieurs autres films C'est difficile. Déjà, quand tu dois passer un casting, presque il faudrait que tu sois déjà bankable. Donc, c'est difficile de faire émerger des gens qui sortent un peu de nulle part. Voilà. Sauf que je te dis, comme par les écoles, ou à moins que tu connaisses un petit peu. Moi, perso, je le souhaite, hein, je l'espère, parce que je trouve qu'on manque un petit peu de ces gens où on dit, tiens, je vais voir un film avec... Je vois un film avec Belmondo, avec Delon, avec Depardieu, tu vois. Depardieu, encore, c'est un des rares qui vraiment continue, quoi. Et moi, perso, je suis un peu en manque de ça. Je dis pas qu'il faut des stars, absolument, hein, mais... des têtes d'affiche, quoi. Des personnes qui incarnaient quelque chose, on disait, on va voir, voilà, on sait à peu près ce qu'on va voir. Tout à fait. Et voilà, moi, ça me manque un petit peu, voilà. Yo, est-ce que tu as une question Moi, je voulais savoir si tu devais choisir un acteur de cinéma que tu apprécies beaucoup, tu choisirais lequel, que ça soit français, américain Mince, son nom m'échappe. Un acteur américain que j'adore.
J'ai une semaine où j'ai eu installation de voix, éternuement, allergie, ça m'a un peu ramolli le cerveau. Mais vous allez m'aider, vous connaissez sûrement. C'est celui qui joue le père dans la série Malcolm et qui a fait la. Ah, Bryan Cranston. Voilà, Bryan Cranston. Voilà, ça c'est des acteurs qui peuvent tout jouer, quoi. Qui, dans la série Malcolm, il m'avait fait mourir de rire, et dans la série Breaking Bad, voilà. Impressionnant. C'est plus ce genre de personne-là, ouais. Et justement, pour en parler de Breaking Bad, est-ce que tu avais vu Better Call Saul avec justement, c'est une série dérivée en fait de Breaking Bad qui était aussi vraiment incroyable. Et c'est le spin-off en fait, c'est ce qui s'est passé un petit peu avant. Et je trouve que ça fait. C'est une série qui a un talent fou parce qu'il y a des acteurs dedans qui sont incroyables, qui ont une carrière d'acteur en amont qui est absolument folle. Est-ce que tu penses qu'aux États-Unis, tu vois, là, on voit plein de séries sur Netflix, sur HBO, sur AMC, des séries qui, voilà, on en parle depuis des années et qui arrivent à se renouveler un petit peu comme Better Call Saul, The Walking Dead. En France, est-ce que tu penses qu'on peut faire ce genre de série? Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire jouer, je sais pas, moi, encore, s'il était un petit peu moins vieux, Jean-Paul Belmondo, dans des séries qui duraient avec du suspense, avec de l'action, des choses comme ça, des séries qui tiennent tête en fait au cinéma. Perso, je le souhaiterais en tout cas. Ouais. Je souhaiterais, mais après, la réalité est ce qu'elle est. Bon, surtout avec l'année 2020 qu'on a passée, du coup, ça n'a pas arrangé les trucs parce que, comme vous le savez, il y a engorgement au niveau des sorties. Donc là, au niveau des tournages cinéma, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup de tournages télévision en ce moment, du coup, parce que ça continue à être diffusé. Il y a toujours la demande. Et je le souhaite. Après, comme je te dis, je ne vais pas non plus dire tout exactement, sinon, si à un moment donné je devais trop parler, je vais finir par plus bosser. Ils vont dire alors. Oui. Tu vois, c'est clair. Bon, ça ne m'empêche pas de penser. Après, ce sont mes désirs à moi, si tu veux. Je ne peux pas me permettre de les imposer à tous. Voilà. Bien sûr. Mais si je devais avoir un souhait, c'est souhaiter un peu plus de justice et d'égalité au niveau de l'accès, au moins au casting. Je ne dis même pas. Tu n'es pas obligé d'avoir le rôle, mais au moins, moi, c'est ce qui m'a toujours, si tu veux, énervé, c'est de te dire pourquoi j'ai pas eu accès au casting, pourquoi on n'a pas accès au casting, et voir tous mes potes autour de moi qui sont aussi bons et se dire pourquoi on n'a pas le droit de tenter notre chance au casting. Voilà, c'est là-dessus que j'aimerais que ça change un petit peu quand même. Moi. Je suis assez d'accord avec toi. Alors justement, pour rester sur le cinéma, est-ce que tu as des anecdotes de tournage, que ce soit des séries, des films, qui t'ont marqué, pas forcément des rencontres, tu sais, des anecdotes qui t'ont marqué, je sais pas, dans la manière dont le réalisateur dirige ses acteurs ou une scène en particulier? Ouais, bon, déjà, je t'ai raconté l'anecdote avec Madonna, tout ça. Oui. Mais j'ai tourné dans une série qui s'appelle Scalp sur Canal+, c'était en 2007. Oui. Il n'y a eu qu'une saison et les anecdotes, ce qui m'a plu, c'est que c'était une série qui se passait dans la bourse dans les années 80. Ouais. Et pour cette série, on nous a formés, il a fallu qu'on suive une formation pour apprendre les gestes que faisaient les gens de la bourse à l'époque. Parce que moi, j'avais le rôle de boxman, j'étais le boxman de la banque Paribas, qu'ils appelaient ça, c'était l'équivalent de la BNP, quoi, Paribas, si tu veux. Et donc, on allait être carrément dans la bourse, on allait tourner dans la bourse, et il fallait qu'on apprenne tous les gestes d'urgence. Alors, il parlait avec des gestes comme ça, je vends 300 au marché, machin, alors, là, tu t'énervais. Il a fallu qu'on apprenne exactement les vrais gestes, je vends 4, je vends 3, je vends au marché, enfin, il y avait des gestes pas possibles. Et j'ai adoré cette expérience parce que c'était avec le réalisateur Xavier Duringer, notamment. D'accord. Qui est quand même assez connu. Et pareil, souvenir de tournage mémorable avec un super réalisateur qui est super adorable. Et on a suivi cette formation avec des vraies personnes de la bourse et qui étaient sur le plateau avec nous, du coup, qui eux aussi avaient des petits rôles. Et on a vécu comme une famille pendant 2 mois de tournage de la saison 1. Et donc, surtout qu'une série, ça doit être quand même vachement long à tourner, plus qu'un film, je pense. Là, en 2 mois, on avait fait 8 épisodes quand même. C'était quand même 2-3 mois même, je crois. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a toutes les reprises, il y a toutes les scènes à refaire. Bah, si tu veux, moi, quand je te parle de 2 mois, c'est parce que 2 mois, on a tourné principalement les scènes de la bourse. Après, eux, ils ont encore tourné moins, je crois, où ils ont fait tous les extérieurs, enfin, tout ce qu'ils devaient faire en appartement et tout, quoi. Ouais. Et donc, voilà, cette expérience aussi d'avoir fait 2 mois d'équipe avec des fous rires,
et une urgence, parce que là, il fallait vraiment qu'on retranscrive l'urgence de la bourse avec les mecs qui vendent d'un coup. Vite, le chômage a baissé aux États-Unis, il faut tout vendre. C'était vraiment un truc de Ça fou. rappelle beaucoup le Loup de Wall Street avec DiCaprio. Tout à fait. Un film de Martin Scorsese qui était très très bon aussi. Ouais. Bah écoute, malheureusement, il devait y avoir une saison 2 qui n'a pas eu lieu parce que, si tu veux, la série est sortie sur Canal juste avant l'affaire qu'il y a eu du mec de la Société Générale. Comment il s'appelait déjà? C'est où la Société Générale l'accusé d'avoir perdu 5 milliards? Jérôme. Je sais plus du tout. Jérôme, je ne sais plus comment là. Et si tu veux, la série a été diffusée. Et une semaine après la fin de la série, sortait Jérôme Kerviel. Oui, voilà, c'est ça. J'étais plus fort que toi sur Internet. Il est plus vite que son et on se dit, mince, si la série avait été diffusée juste après, parce que là, d'un coup, tout le monde parlait de la bourse, tout le monde savait ce que c'est la bourse, et je me dis, là, ça aurait été un pont d'or pour faire connaître la série, quoi. Et malheureusement, ça a eu lieu juste avant. Bah, c'est dommage, parce que le thème est intéressant. Ouais. Le thème est très intéressant. Donc, et voilà, là, je me dis, là, les Français font quelque chose d'intéressant. À retranscrire toute une bourse comme ça, avec une série qui est vraiment avec beaucoup d'ambition, tu vois. Ouais. Je trouve que Canal, ils sont assez forts là-dessus. Par contre, heureusement qu'on a Canal quand même qui produit des séries comme Engrenage, tout ça, où quand même il se passe quand même pas mal de bonnes choses. Le Baron Noir, toutes ces séries-là. Je crois que Canal+ avait produit une série qui s'appelait Marseille avec Depardieu. Ben, j'étais oui, dans la saison 1, j'étais l'acolyte de Benoît Magimel, donc le concurrent de Depardieu, pendant sa campagne présidentielle. Donc je faisais partie du cabinet qui allait défendre Benoît Magimel. Là, pareil, donc rencontre avec Depardieu, tout ça, machin. Donc là aussi, particulier. J'adore cet acteur. Avec Depardieu, c'est rarement triste. Ça va être quand même assez impressionnant parce que c'est quand même des rôles assez incroyables, quoi. La chèvre, le compère, Pierre Richard. Pareil, capable de tout jouer, quoi. Ouais. Ah bah oui, il a une expression, il tient l'écran, quoi, je trouve. Il tient l'écran. Puis Benoît Magimel aussi, c'est quelqu'un que je connaissais pas plus que ça il y a encore il y a peut-être encore 5 ans. Je l'ai connu dans le biopic de Claude François, Clo-Clo, et bon, ça un peu de référence, voilà, mais bon, c'est quand même un putain bon film. Et puis je trouve qu'il a un caractère qui tient bien à l'écran. Je trouve que c'est ni agaçant ni trop simple. C'est quelqu'un je trouve qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Et Marseille, c'était une très bonne série. Ouais. Voilà. Là, tu as cité 2 noms, de toute façon, voilà. Depardieu, c'est encore un des rares monstres sacrés qui nous restent. Oui. Depuis les années 70. Et Magimel aussi, qui est quand même, un sacré comédien aussi. Et très gentil sur le tournage, tout ça. Ouais. Ça, c'est cool. Super. Alors, Moyo, est-ce que tu as une question encore? Des questions, toujours des questions. Si, j'en avais peut-être une dernière. Je voulais savoir, est-ce que pour toi, ça serait série ou film? Qu'est-ce qui est le mieux maintenant? Vu que j'ai fait à 90% de la télé, quand c'est pas série, c'est téléfilm, c'est vraiment 2 rythmes différents. Le cinéma, c'est beaucoup plus long à tourner, il y a encore plus d'attente qu'à la télé, quoi. Parce qu'à la télé, si tu es sur toutes les scènes, tu vas pas vraiment attendre, tu vas enchaîner. Après, il arrive que tu n'es pas sur 2 ou 3 scènes, donc tu te prends une heure un petit peu à côté. Mais le cinéma, alors déjà, rien que pour mettre en place la bonne lumière, ça peut prendre des fois la matinée pour tourner une scène que tu vas refaire 20-30 fois. Et moi, je t'avoue que là, d'ailleurs, cette semaine, j'ai passé un casting pour un rôle de flic au cinéma. Comme par hasard. J'attends la réponse. Donc, et je me disais justement que ça faisait longtemps que je n'avais pas refait du cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de télé, comme je te disais. Donc, c'est vrai que les ambiances cinéma me manquent un petit peu. Et je trouve qu'il y a encore plus de moyens, c'est plus abouti, c'est plus réfléchi. Voilà. Et donc, c'est vrai que tourner au cinéma, ça me manque un petit peu quand même. Ouais, parce que après, je te demandais ça parce qu'en fait, c'est vrai que nous, sur notre open bar, notre live qu'on fait souvent les jeudis, en fait, on parlait beaucoup de cinéma et c'est vrai que beaucoup préfèrent les séries parce que ils disent que les séries, on peut raconter une histoire plus longue, on peut mettre plus de plus de choix, on peut rallonger l'histoire que dans les cinémas. Il faut que ça dure 2 heures. Et en 2 heures, t'enlèves beaucoup de choses. C'est difficile. Et c'est vrai que dans les séries, tu peux plus aller prendre ton temps, aller plus sur quelque chose d'important, sur un épisode par épisode, et voilà, mettre du suspense, que dans les films, ça va tellement vite que tu vois pas passer. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur ça.
faut accepter les deux formats. Moi, je pense que au moins, tu regardes dans quel est ton état d'esprit à l'heure actuelle. Des fois, tu te dis, bon, ben, je me ferais bien, allez, 1h30 de film, et tu n'as pas spécialement envie d'enchaîner 10 épisodes de série télé, si tu veux. Ouais. Puis, il y a peut-être des moments où tu es plus disponible, tu te dis, tiens, là, je découvrirais bien une série, pendant 3-4 jours, je vais me faire 2-3 épisodes d'affilée. Ouais, je pense que le niveau de recherche n'est pas le même, donc à toi de ressentir ce que tu ressens à ce moment-là, tantôt film, tantôt télé, quoi. Après, ce que tu dis est vrai, tu peux raconter plus de choses dans une série. Après, je trouve que par moments, c'est un petit peu abusé aussi. Moi, si tu veux, quand j'ai découvert une fameuse plateforme, là, on va pas refaire de la pub, ouais. J'ai essayé de découvrir quelques séries et je t'avoue que une série de 10 épisodes, ça fait un bon téléfilm d'1h20, je trouve. Ça dépend le contenu, quoi. Mais ouais. Ouais, à un moment donné, je ne sais plus quel était le nom de la série, parce que sur la plateforme, là, le problème, c'est que c'est beaucoup des noms anglais et d'un seul nom, si tu veux. Et je trouve souvent pour les remémorer. Et moi, c'était une série qui était sur un truc de Stephen King. Et c'était style, il y avait un brouillard où les gens, je ne sais plus quoi, machin. Et j'ai regardé cette série-là, parce que j'avais envie à un moment d'un truc un peu suspense à la Stephen King. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, quoi. Et j'ai trouvé que ça aurait fait un bon téléfilm sur Sci-Fi d'1h25. Voilà, comme il y a déjà ce genre de scénario-là, parce qu'il y avait beaucoup de style, on est enfermé au supermarché, on ne peut pas sortir et aller, que je te raconte ma vie pendant 1 heure, les comédiens se parlent pendant 1 heure. Voilà, tu me le fais un épisode, tu me le fais 2, tu me le fais pas 12. Ouais. Voilà, ça c'est mon exigence perso. Après, voilà, c'est comme de tout, il y a du bon et du moins bon, chacun trouvera midi à sa porte. C'est vrai, c'est un bon avis. Ouais, très bon avis. Excellent. Alors, j'avais une dernière question pour toi, Marc, avant de terminer cette interview. En tout cas, j'espère que tu prends ton pied. Oui, il est là, regarde. Nickel. Je le savais. Je pense que tu dois connaître les films de Visconti, Le Guépard, tout ça. C'est des films qui durent 3 heures, 4 heures. Enfin, des films assez... pas mal, quoi. Alors, il y avait un film aussi, Sous le vent, ou un truc des années 50, truc comme ça, 60, un vieux film. C'est pas Autant n'emporte le vent ? De quoi ? C'est pas Autant n'emporte le vent ? Voilà, c'est mieux, oui. C'est plus élégant. C'est des films assez longs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec les acteurs qu'on a et aussi la manière qu'on a de tourner, et puis aussi l'exigence du public, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes qui ont des exigences particulières. C'est vrai que maintenant, il y a des plateformes de streaming avec des films qui allaient entre 1h30 et 2 heures. Donc, on est un petit peu tous habitués maintenant, depuis un certain temps, aux films un petit peu moins longs, un petit peu plus légers, avec une intrigue parfois un petit peu bateau, mais un plus grand public. Est-ce qu'on peut refaire ce genre de film ? Est-ce que tu penses qu'il y a une envie ? Est-ce que tu penses qu'il y a matière à faire ça encore aujourd'hui ? Oui, il ne faut pas que la majorité des films fassent 3 heures, mais je pense que le format, il est toujours. Si tu prends le succès même des films de James Cameron comme Titanic, ou même celui qu'il a fait après, c'est des films qui durent 2h50, 3 heures. Donc je pense qu'il y a un public comme ça, mais pour quelques films dans l'année, quoi, si tu veux. Il ne faut pas s'amuser à en sortir 10 par mois, du format 3 heures. Mais je pense qu'il y a des super films qui valent le coup d'être traités en 3 heures. Même, je pense au Grand Bleu, version longue, par exemple. C'est un film qui est génial. Donc je pense que tout dépend du contenu du scénario, tout dépend du film. Il y a des films qui sont capables de te tenir en haleine 3 heures. Et il y en a d'autres où c'est pas la peine. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer à les faire parce qu'il faut vraiment de tout. Hein. Mais à petite dose, parce que sinon le grand public, c'est vrai qu'il aura du mal à suivre tout le temps que des films de 3 heures. Là. C'est clair. C'est sûr. Là, il faut vraiment double ration de popcorn dans le film. Ça fera bon en tout cas. Alors, en tout cas, merci Marc d'avoir accepté cette interview. J'espère que ça s'est très bien passé pour toi. Ouais. On a essayé de poser des questions qui nous paraissent pertinentes sur un peu ta carrière, voir un petit peu ton expérience dans le métier. C'est l'occasion aussi de rencontrer un acteur, un musicien comme toi qui peut nous partager son... Savoir que la liberté est possible. C'est difficile, tu n'as pas toujours accès à tout, mais à partir du moment où tu as ça dans les tripes et que c'est ce que tu veux faire, tu fonces. Il faut foncer et c'est pas facile, mais mine de rien, j'ai toujours fait que ça. J'ai toujours été chanteur et comédien, intermittent du spectacle, auteur, compositeur. Et surtout, si je pouvais me permettre un conseil par rapport à ma modeste expérience, c'est de ne pas rester à attendre que le téléphone sonne et que les gens aillent te proposer des trucs.
Voilà, c'est de créer tes propres trucs. Tu vois, moi, j'écris un scénario aussi en ce moment, j'écris des spectacles, j'écris des chansons. Voilà, je crée mes trucs et je vais à la rencontre d'un certain public. Je connais trop de comédiens autour de moi, et même avec avec des noms, hein, des gens quand même un minimum connus. Vivre mal, le fait que le téléphone ne sonne pas, surtout passer 50 balais, alors chez la femme, tu sais ce que c'est, la comédienne de plus de 50 ans. Voilà, et donc là c'est important dans ce cas-là de se créer, de se prendre en main. Moi j'ai plein d'exemples, tu vois, même une nana comme Mathilde Damet, tu vois, à un moment donné, elle est montée sur scène avec Pascal Légitimus, ils ont écrit leur spectacle et ils ont rencontré leur public. C'est grâce à ça qu'elle a pu revenir encore puissance 12 sur le grand écran, je trouve, sinon elle avait eu tendance un petit peu à l'oublier. Voilà, il faut tout le temps créer et proposer ses propres trucs, ne pas attendre forcément qu'on vienne te chercher. Ça à nous. Il y a tel casting, parce que sinon tu risques, hélas, d'attendre un peu longtemps. Ah bah, le moindre truc, je pense qu'il faut aller chercher, même nous. Je veux dire, nous, on est créateurs de contenu sur YouTube depuis depuis certains temps, depuis les dernières. Et puis c'est vrai que voilà, pour aller chercher des gens, pour aller les interviewer, pour rencontrer de nouvelles personnes, on doit aller en permanence chercher, trouver, essayer de se documenter un petit peu partout pour trouver des gens, pour chercher l'expérience, chercher le parcours, pour s'intéresser un petit peu à tout le monde, quoi. Non mais je comprends tout à fait. Ouais. Bien sûr. Absolument. Alors pour terminer cette interview, est-ce que tu as un petit mot peut-être à partager à la communauté ou peut-être au monde du cinéma, au monde aux artistes plus particulièrement? Ouf. Je pense que tu disais, si tu veux, vu la période actuelle, le souhait que j'ai envie de dire, c'est bon courage à tout le monde, parce que je vois trop de casse autour de moi par rapport au truc actuel, hein, des salles qui ferment, des endroits qui vont pas rouvrir, plein de gens, tu vois, quand je dis il faut créer, j'ai plein de gens qui avaient créé leur propre pièce de théâtre à partir de rien, qui avaient des dates et où tout s'arrête et qui n'ont pas les moyens de continuer comme ça à continuer. Donc c'est surtout, courage, force, ne pas perdre espoir, parce que de toute façon, il le faut, hein, voilà, faut pas baisser le bras. Voilà. Et de toute façon, ça va bien finir par repartir. Donc, encore quelques mois de patience, on va dire, et on va tous rebondir et on créera tous. Et voilà, si on a quelque chose là dans le ventre, il faut aller le chercher et il faut aller l'exprimer. Voilà. C'est un beau message. Franchement, c'est limite touchant parce que, franchement, ça résume très bien la situation. Quel poète. C'est surtout, je voulais pas finir sur une note triste, mais bon, si tu veux, voilà. Dans le réalisme, j'allais pas être égoïste et dire coucou, soin, tout va bien. Il faut penser quand même à tout ce qui se passe et aux gens qui souffrent, hein. Toute profession confondue d'ailleurs. Hein. Absolument, je suis assez d'accord. You, est-ce que tu as un petit mot? Bah ouais, mais moi ça va être un peu gênant en fait. C'est ma maman qui vous regarde souvent sur section de recherche, Joséphine l'Ange Gardien et tout, Sous le Soleil et tout. Elle aime bien votre rôle d'acteur et elle voulait juste que je voulais juste vous le fassiez un petit coucou parce qu'elle va regarder la vidéo bientôt. Donc c'était juste voilà. Ouais, mais elle s'appelle comment? Marie-Noël, pardon. Marie-Noël? Ouais. Alors, coucou Marie-Noël. Vous avez un fils charmant, très, très intéressant avec son ami et apparemment, il fait du bon job. Quelle voix. Incroyable. Bon, en tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie la communauté, je remercie Frédéric Julien de nous avoir, conduit jusqu'à toi. C'est quelqu'un de super, un très, très bon acteur, très bon comédien. On ne souhaite vraiment que du bonheur pour la suite. Je sais que c'est pas facile en ce moment, c'est un peu compliqué avec les tournages qui s'arrêtent et les castings qui sont pas forcément des plus récurrents en ce moment. Mais en tout cas, on espère vraiment du meilleur. On espère te retrouver sur section de recherche dans pas longtemps. Je crois que ça passe à la télé dans pas si longtemps que ça en plus. Donc, bientôt un rôle. Donc bientôt un rôle dans le cinéma. On croise les doigts. On croise les doigts pour toi, on espère que tu l'auras. On espère. Et merci. Bon, et en tout cas, merci. Merci à vous pour votre accueil, c'était un plaisir, bravo, et je vous souhaite plein de bonnes choses en tout cas. Merci beaucoup à toi. À bientôt les amis. Allez, salut tout le monde. À bientôt.